mobilisation. Cette fois, les jeunes filles sont montées au créneau. Une grande campagne de recrutement des filles est lancée afin d'augmenter les quotas féminins au sein de FARDC. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mentionnée également à l'Élysée par le président français. Pour Emmanuel Macron, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas à discuter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hausse le ton à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il dénonce les violences faites aux femmes à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi les massacres perpétrés. Il pointe en outre le Rwanda comme pays agresseur et ennemi des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Patrick Michel Moukouy nous rapporte le temps fort de l'adresse du président de la République. Suivez. L'occasion était celle à ne pas manquer pour la République démocratique du Congo et elle l'a bien saisie. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, qui se refait une santé en matière de droits humains, avait besoin d'exposer au monde le contraste qui s'affiche entre les efforts de ses dirigeants et les défis sécuritaires lui imposés notamment par procuration. Dès l'ouverture de cette 52e session du Conseil des droits de l'homme, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a posé les bases de discussion en rappelant qu'en matière de droits humains, l'histoire reste encore à écrire. Pour sa toute première à cette session, Félix-Antoine Tshisekedi a fait un discours qui a tenu en haleine l'Assemblée. Faisant un bilan de la situation des droits de l'homme au pays, le président de la République a d'abord rappelé que son pays est le théâtre des atrocités humaines les plus abominables depuis 30 ans. Des crimes auxquels s'est ajouté des délits de droits humains entretenus par plus d'un régime politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussi de son développement. Un lourd héritage qui, disait-il, a de suite composé la priorité de sa vision. S'en est suivi une série d'actions comme la libéralisation des espaces de manifestation publique, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, et tout récemment, la mise en place d'une justice transitionnelle pour réparer et réconcilier les victimes de ces violences avec en attache des lois et fonds. Des actions qui devrait vite changer la donne, mais c'était sans compter sur les intentions malsaines et inavouées des ennemis de la République. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Sans passer par le dos de la cuillère, le garant de l'intégrité territoriale congolaise a rappelé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux leur responsabilité dans la protection des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. La 52e session de droits de l'homme se poursuit jusqu'au 4 mars prochain et plusieurs résolutions sont attendues à l'issue de travaux.
Comme je l'ai annoncé en titre, le président français vient de tenir un point de presse consacré essentiellement à la stratégie diplomatique de la France en Afrique. Emmanuel Macron a également fait mention de la guerre imposée par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, cette guerre ne devrait pas être oubliée. Il a appelé le président Tshisekedi et Kagame au respect de principes fondamentaux tout en signifiant que l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas à discuter. On l'écoute. Ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Enfin, du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Kinshasa abrite depuis hier les assises du 54e session du Conseil des ministres de l'OADA sur la réforme structurante de cette organisation. Les États membres réfléchissent sur l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Le détail avec Pati Tondouangou. C'est depuis ce lundi 27 février 2023 que la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique se tient à Kinshasa. Ouverte par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, cette session est axée sur les réformes structurantes de l'organisation, le rapport du commissaire aux comptes, de l'audit interne et externe, ainsi que la réforme de l'arbitrage. Le chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'avoir un environnement de paix pour attirer les investisseurs. Allusion faite à l'est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités causées par les Rwandais sous le label du M23. C'était avant de lancer un appel aux instances de l'OADA à avoir une représentation en République démocratique du Congo. Les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire aux comptes traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. Je sais que bien d'autres points de grande importance seront débattus au cours de cette session. À ce sujet, je vous recommanderai de les aborder tous avec la même rigueur et le même engagement qui vous ont toujours caractérisé. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation d'une des institutions de l'OADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir ce cadre pour abriter un des services de notre organisation. Rose Mutombo, ministre de la Justice et présidente du Conseil des ministres de l'OADA, a exhorté ses pairs à l'assainissement de la gouvernance de cette organisation, à la mobilisation des ressources pour son fonctionnement harmonieux, thérapie pour réduire la dépendance vis-à-vis d'autres organisations et institutions. L'OADA, qui totalise le 17 octobre 2023 30 ans d'existence, a comme objectif
de faciliter des échanges et des investissements, d'offrir la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Des nouvelles recrues pour renforcer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC procèdent au recrutement de filles âgées de 18 à 25 ans. Ceci pour rendre dynamique l'armée et promouvoir la junte féminine, nous dit Anastasie Doumb. L'armée est un service noble, ne peut devenir soldat que celui qui aime son pays et qui a une bonne moralité. C'est à ce mot que le général Justin Chen a lancé la campagne de recrutement de filles à l'âge de 18 à 25 ans. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et celle de Kwamout étant toujours préoccupante, voilà qui justifie l'appel de mobilisation de la population lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'enrôlement dans l'armée, en vue de défendre l'intégrité du territoire national. L'armée est en train de recruter les jeunes à tous les niveaux. Nous aimerions voir sur les listes des différents centres, des différentes écoles, les jeunes de l'enseigner en majorité. Nous voudrions avoir plus de filles que de garçons et cela va nous permettre d'améliorer la participation des femmes au sein des FARDC. Ainsi, le jeune diplômé, gradué, licencié et autres sont appelés à rejoindre les camps de l'armée dans le cadre de la campagne de recrutement volontaire au sein des FARDC. Sachez que la MONUSCO sera toujours là et sera toujours aux côtés de l'unité genre et du FARDC pour justement arriver aux objectifs tracés qui est atteindre les 30% des femmes au sein du rang de l'armée. La cérémonie s'est déroulée hier dans la commune de Lancélé où plusieurs candidates féminines se sont présentées volontairement pour servir sous les drapeaux. Pour être complet dans ces dossiers, les recrues femmes identifiées en scellé seront finalement soumises à un test qui lui va se dérouler au mois de juin au camp Kokolo à Kinshasa. Ainsi, l'inscription est relative débute ce 1er mars 2023. Et puis, sachez que la CENI opte pour une carrière au profit de ses agents. Pour ce faire, son président Denis Kaniba en a discuté avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Les objectifs est la mise en place d'un cadre organique, nous dit Cédric Kenina. La sécurisation de la carrière du personnel administratif de la CENI passe par la mise en place d'un cadre et structure organique. C'est dans cette optique que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu en audience le lundi 27 février par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a accédé à la démarche du président de cette institution d'appui à la démocratie visant une gestion plus sécurisée de la carrière des agents administratifs de la centrale électorale, avec la nécessité d'une admission sous statut des agents publics de l'État et d'une meilleure garantie d'un accès à la sécurité sociale, au même titre que les autres catégories des agents administratifs de toutes les autres institutions. Et pour atteindre cet objectif, la décision de la mise en place d'une commission paritaire mixte fonction publique CENI a été prise. À part le fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, son personnel fait partie du service de l'État. Ils n'ont pas toujours les mêmes facilités en termes de sécurité sociale. J'ai pensé venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique, mettre en place une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI. Processus électoral, le président de la CENI a réaffirmé que le train des élections a déjà quitté la gare. Les choses se passent plutôt très bien au-delà de nos attentes. Et tel que nous évoluons, nous sommes vraiment dans notre calendrier. Je peux vous dire que le 20 décembre de cette année, vous allez voter pour les élections nationales, provinciales et locales. Avec la mise en place du cadre et structure organique, la CENI va garantir la sécurité sociale du personnel administratif avec leur admission à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ainsi, faire bénéficier à la nation congolaise une administration électorale consolidée qui fiabilise le processus électoral. Pas de stigmatisation ni de discrimination concernant l'enrôlement des Congolais dans l'ensemble du territoire national. C'est les messages lancés par Denis Kadima, président de la CENI, au cours d'un échange avec le ministre des Infrastructures et notable du Sud Kivu. Les détails avec Tétis Samba.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu des échanges avec Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, reçu en qualité de notable du Sud Kivu sur le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. L'hôte du président de la CENI est venu s'informer des dispositions prises par la centrale électorale dans le cadre de l'opération que tous souhaitent apaiser et inclusive dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Moi, j'invite tous les compatriotes, quelles que soient leurs origines, à s'enrôler. À s'enrôler parce que c'est d'abord un devoir patriotique, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir choisir les dirigeants de demain. Personnellement, j'ai eu à le faire, donc je ne peux qu'encourager les gens, les compatriotes, les citoyens congolais à le faire, quelles que soient leurs origines. Et avec les assurances que nous avons reçues de la part du président de la CENI, je suis convaincu que les cas qui ont pu se passer vont être gérés, des enquêtes vont être menées pour cela, et donc ils doivent être rassurés que ces cas-ci, en tout cas au dire du président de la CENI, ne se répéteront plus. Et nous espérons que le processus va en tout cas être inclusif, un processus tout à fait apaisé et un processus qui va pouvoir nous permettre d'apaiser aussi, comme on le dit. Alexis Guizaro se dit rassuré des dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante pour que le processus se déroule normalement. Ce jour de travail à Kinshasa, la délégation de la BAD a échangé avec le ministre du Plan. Au centre de la rencontre, le projet de construction pont-route rail Kinshasa-Brazzaville. La BAD, par l'entremise de son représentant en République démocratique du Congo, s'est dit prêt à poursuivre la coopération avec le gouvernement congolais. Jacques Koboba. Une importante délégation de la BAD, conduite par Solaman Kone, son représentant en République démocratique du Congo, a été reçue lundi 27 février 2023 par le ministre d'État, ministre du Plan d'intérim, Crispin Mbadou Panzou. En séjour à Kinshasa, dans le cadre d'une mission de dialogue sur les infrastructures, Mwessam Joseph Kwasi, chef de division des infrastructures à la BAD, a félicité le gouvernement de la République à travers le ministère du Plan du processus en cours dans la réalisation des projets importants d'infrastructures, dont celui de la construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville. La BAD, par l'entremise de son représentant en RDC, s'est dit prête à poursuivre sa coopération avec les gouvernements congolais. Nous avons discuté de long en large le cadre stratégique en cours de révisitation, le plan national stratégique de développement et tous les autres documents qui vont avec. Et c'est pour bien sûr faire le point de ce que nous faisons et ce que nous envisageons de faire et dans quel cadre stratégique. Au sujet du partenariat public-privé, l'unité de coordination du PPP, qui est déjà fonctionnelle au ministère du Plan, va bénéficier de l'assistance de la BAD, qui a désormais un cadre spécifique qui vise à accompagner les pays du continent dans la mise en place de leur propre cadre pour les partenariats public-privé. La délégation de la BAD a informé les patrons de la planification nationale que la RDC est invitée en novembre 2023 au Forum africain sur les investissements. Bientôt la réhabilitation des routes Tshikapa-Mukambi-Kamango. Le ministre des Infrastructures a discuté de la faisabilité de ces travaux avec l'honorable Guy Mafuta. Les détails dans ce reportage de Eugénie Dada Chabani. Une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la route Tshikapa-Mukamba-Kamango a été financée par la Banque africaine de développement BAD en 2021 pour permettre le démarrage des travaux par l'Agence congolaise des grands travaux. Malgré l'existence de cette étude, l'exécution des travaux sur cette route d'intérêt capital traîne les pieds. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafuta, l'élu de Tshikapa, est allé voir le ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, pour lui présenter cette étude et également faire les plaidoyers pour la réhabilitation de cette route très capitale pour booster le développement du Kasaï central car elle facilite les transactions commerciales. Une étude qui avait été en son temps financée par la BAD à hauteur de 1 800 000 $, qui au fait donne les données essentielles pour réhabiliter ces deux routes qui sont d'importance capitale. C'est pourquoi j'avais sollicité cette audience pour remettre officiellement ces études au ministre des Infrastructures pour qu'à son tour, qu'il les communique à la CGT et voir comment avec ces communes on peut financer ces deux routes-là.
Entre-temps, l'érosion à Chikapa s'accentue suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues récemment. La question de la lutte anti-érosive à Chikapa était également examinée par le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro et son hôte Guy Mafuta. La RTNC forme son personnel sur la redevance audiovisuelle. Cette formation a été lancée hier par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, en présence de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. La redevance audiovisuelle est une taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions publiques. Cette taxe constitue un stimulus pour le bon fonctionnement des chaînes publiques, déterminé à améliorer la collecte de cette redevance audiovisuelle, très capitale pour le fonctionnement de la RTNC, et lui donner les moyens de sa politique. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengue Nyembo, a organisé une formation de renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la direction de la redevance. La redevance est perçue par la RTNC afin de lui permettre de s'engager dans la voie des réformes tant attendues par le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, et la population congolaise. Cette formation était ouverte par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Nous saluons cette initiative prise par la directrice générale et la UFS pour faire venir à Kinshasa les différents directeurs dans les provinces où cet acte est perçu, pour avoir des échanges, notamment sur la manière et les différentes est conçues pour doter à la RTNC, cet établissement public, les moyens de son autonomie. Et nous espérons qu'au terme de ces échanges, il y aura une compréhension commune. L'objectif de cette formation. Le présent atelier de formation poursuit 3 objectifs. Primo, renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la RTNC en vue de mobiliser davantage les recettes de la redevance en élargissant son assiette et en maîtrisant toutes les opérations liées à sa perception. Secondo, rendre immédiatement opérationnels les agents et cadres au sein de toutes les directions de la redevance à travers le pays. Tertio, amorcer enfin l'application du contrat de partenariat signé entre la RTNC et l'AUFES. Et d'outiller tous ces agents et cadres pour mobiliser davantage les recettes de la redevance en élargissant son assiette. Et cela nécessite la maîtrise de toutes les opérations liées à sa perception. Une opportunité pour le directeur général Sylvie Elengue Nyembo d'inviter les animateurs et les participants à l'application assidue et à l'abnégation pour parvenir aux résultats escomptés sur terrain. Une occasion également de rappeler que pour la collecte et l'optimisation de la redevance, la RTNC avait signé en 2022 un contrat de partenariat axé sur 3 volets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a autorisé en 2022 la signature d'un contrat de partenariat entre la RTNC et l'AUFES pour la collecte et l'optimisation de la redevance, et ce à travers 3 volets: l'équipement en matériel audiovisuel, l'assistance dans la perception de la redevance et le bénéfice de la formation de son personnel affecté à cette tâche. L'activité de formation du personnel que nous démarrons officiellement ce jour s'inscrit justement dans le cadre de ce partenariat. Les agents et cadres de la direction de la redevance de toutes les provinces prennent part à ces assises. La route Benadi-Beleko-Lediampangila dans la province du Sankourou, long de 185 km, est en pleine réhabilitation et construction. C'est le directeur général adjoint de l'office de route, Célestin Ekoto, qui a donné les go de ces travaux en ce jour de travail dans cette partie du pays. Reportage Joël Makela. Un ouf de soulagement pour les Sankourois. Bientôt, la route Benadi-Beleko-Diampangali, long de 185 km, va subir une cure de jouvence. Des travaux lancés par le directeur général adjoint de l'office de route, Célestin Ekotolokele. Sur place, le numéro 2 de l'office de route s'est rendu sur l'axe Lodja-Tchumbe, long de 150 km, et sur le tronçon Lodja-Benadi-Belé, long de 150 km, où s'effectuent les travaux du système Oumo, haute intensité de main-d'œuvre. Célestin Kotolokele a aussi fait la ronde du centre pénitentiaire qui se trouve en voie de disparition pour cause d'une grande érosion qui met en danger la vie de la population de ce coin du pays.
je suis en visite d'inspection et de lancement des travaux. Il y a quelques mois, le Fonds national antiterroriste, dans son programme PER 2022, a mis à la disposition de la province des moyens pour faire des routes, notamment l'Oja Dibele, l'Oja Tchumbe, Dibele Kole. Dans un premier temps, le gouverneur avait déjà lancé des travaux que je salue et je félicite. Parce que, effectivement, je suis au niveau national, mais je suis fils du Sanko. Retenons que ces travaux vont durer 4 mois et sont financés par le Fonds d'entretien routier FONER. La reprise du trafic routier Kimweza dans la commune de Mongafula à Kinshasa sera effective vers la fin du mois d'avril. Les travaux s'effectuent sous la supervision de l'OVD, nous dit Willy Atunakov. Les travaux de lutte anti-érosive sur le site Kindele, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, exécutés par une entreprise chinoise sous la supervision de l'OVD, Office de voirie et drainage, sur instruction du chef de l'État, vont bon train et pourront s'achever fin avril 2023. C'est le constat positif fait par le directeur général de cet établissement public, ingénieur Victor Tumbachikela, lors de sa visite d'inspection effectuée vendredi 24 février 2023, accompagné du bourgmestre et de quelques notables du quartier Kindele, censés sensibiliser les riverains à libérer les emprises publiques pour la construction d'un grand collecteur de 875 mètres de longueur. Nous sommes venus inspecter les travaux qui sont en train d'être faits. Comme vous le savez, l'érosion Kindele a été une des plus grandes érosions qui a provoqué beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait sous l'impulsion du chef de l'État, nous sommes presque pratiquement à 85% de ces travaux. Il nous reste à peu près 15% pour terminer ces travaux et nous pensons que si nous travaillons très bien, fin avril, nous allons terminer ces travaux. Et pour le faire, nous avons l'obligation de passer sur l'avenue Bukavu. Mais nous avons constaté pour passer avec les engins sur l'avenue Bukavu pour opérer et un peu plus bas, il y a des obstacles, c'est-à-dire des gens qui ont construit dans l'emprise de la route. La réalisation de ce grand projet permettra la reprise du trafic entre l'université de Kinshasa et la mission catholique Kimweza, rompue il y a plus de 3 ans. Et puis les évêques représentants de la communauté des LCC ont clôturé les assises de la 60e session élective. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et l'apport de l'Église a été examiné pour garantir la paix dans cette partie du pays. Les travaux de la 60e session du comité exécutif national de l'ECC se sont clôturés avec une ambiance spirituelle lors d'un culte spécial organisé au centenaire de l'Église du Christ au Congo. Après 6 jours de travaux en commission, les évêques représentants de communautés membres de l'ECC ont sanctionné ces assises par une déclaration finale pour une bonne marche de l'Église Famille des Dieux. Le comité exécutif national a réfléchi sur des mécanismes, des solutions appropriées. Il a aussi tenu à réaffirmer l'unité de l'Église et du Christ au Congo, le respect des organes et leurs animateurs, ainsi que la préservation des valeurs protestantes. L'Église du Christ au Congo, déterminée à accompagner l'RDC dans le processus électoral, et condamne l'agression rwandaise dans la partie est de la République. La mission prophétique de l'Église et du Christ au Congo, préoccupée par la recrudescence du cycle de violence dans les provinces du Nord Kivu, causée par la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda, du Sud Kivu avec les groupes armés étrangers venant du Rwanda et du Burundi et ceux des fils égarés de la République. Bien avant, l'orateur du culte s'est attelé sur les livres de Juges au chapitre 6, versets 12 à 14, où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. L'occasion pour lui d'inviter les fidèles chrétiens à la vie de prière, de se réconforter mutuellement. Plusieurs personnalités politico-ecclésiastiques ont rehaussé de leur présence.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Bapouila et Papingina Maou. Emmanuela, commissaire, a concouru à sa rédaction. Jetoulou Saki, Rebecca Kikumale et Nzengele Basosa ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. RTNC